en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Alors, tant qu'à parler de ville et de village, transportons-nous avec Fred Pellerin dans un village en 3D, un conte de village. Constatant l'ampleur des péchés ambiants, le curé se déclara démoralisé. Ben, moralisez-vous, monsieur le curé! Le voisinage donna dans le conseillage. Allez voir la veuve. Elle va vous remonter le courage. La veuve de Saint-Barthélemy, non, de Saint-Barnabé, Nord. Village à proximité. C'était une belle femme, rousse de chevelure, aux yeux pâles et si clairs qu'on y voyait jusque dans le fond. Et belle, et qui avait du caractère et de la personnalité. Et des vaches. Oui. En effet, la veuve était à la tête d'un troupeau de 100 bêtes. Une femme seule, et qui tenait une industrie laitière à bout de bras. Le curé, informé de l'existence de ce personnage agricole, avait cédé à la curiosité. Comment se fait-il qu'elle a autant de vaches? On ne sait pas. A-t-elle hérité de ces 100 vaches? Non. Elle a hérité de pas de vaches, elle a accumulé les bêtes par elle-même, une à une, au fil des ans. A-t-elle hérité d'une fortune? Pas une scène. Elle s'est faite tout seule. Alors, comment cela se fait-il? On ne sait pas. Selon mes recherches, et toute vraisemblance, la veuve était une femme qui avait certains charmes. Certains la surnommaient la roulette rousse. Et si on se fie aux rumeurs, on comprend que le coup partait souvent. La veuve jouait donc de son magnétisme et de ses attraits. Aussi, quand il lui arrivait de capturer une proie, dans la toile de ses promesses, elle en usait à bon escient. Immanquablement, la nuit nocturne venue, à l'heure de relâcher sa victime, la veuve concluait le forfait en annonçant de fausses intentions. J'ai hâte de raconter ça aux autres. Racontez ça? Ben non. Faut pas dire ça à personne. Faut surtout pas que ça sache. Au désarroi et inquiétude de son visiteur, la veuve servait alors sa commande dans un alexandrin approximatif. Si tu veux pas que ça sache, apporte-moi une vache. Ainsi, 100 fois. Alors, quand le curé demandait comment se faisait-il que la veuve avait autant de vaches, à chaque fois, la réponse était la même. On ne sait pas. Devant ce qu'il considérait comme de l'ignorance et trop peu de curiosité de son monde, le curé n'eut d'autres options que de remonter à la source. J'irai questionner la veuve directement. Le curé se dirigea vers Saint-Barnabé-Nord. À destination, où il découvrit la ferme, aucun doute, il s'agissait de l'exploitation de la veuve puisqu'elle se trouvait dans le pacage, en robe et en bottes de caoutchouc à passer en revue son cheptel. Le curé s'approcha de la clôture et en guise d'entrée en matière se lança dans les loges des bêtes de lait. Ah, comme vous avez de belles vaches! La veuve lui offrit peu de retour sur l'investissement. Elle le laissa déblater et mesura chacune de ses paroles, et profita pour le juger, le jauger, l'évaluer. 5 minutes seulement, et le curé passait le test. Sautez la clôture, monsieur le curé. La veuve déambula tranquillement dans le fumier avec son visiteur. Elle lui présenta son troupeau par les prénoms et les tâches. Elle lui fit voir ses bâtiments, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le curé eut droit à une visite intégrale
de la vachère. Il ne revint par chez nous qu'aux petites heures de la nuit, sur cette tranche de noirceur où tout le monde dormait, assez tard pour que personne ne s'en rende compte. Mais de quoi est-ce qu'ils se rendirent compte? Ce fut le lendemain matin, lorsque la cloche sonna. La cloche? Celle qui pendait au cou de Doudoune. La vache, réveillée par le tintement, les gens écartaient les rideaux de leurs fenêtres pour voir passer le curé, sa vache en laisse, marcher en direction de Saint-Barnabé-Nord. Le curé revint quelques heures plus tard. Il atteignait la note de 100% sur son vœu de pauvreté. Il avait perdu quelques plumes, cependant, dans la colonne de la chasteté, mais le tout était compensé dans la colonne des non-possessions. Les vœux sont des vases communicants. D'où venaient les vaches de la veuve? Dorénavant, même si quasiment tout le monde connaissait la manigance, la question continuait de circuler. La même question, à cette séance près que la provenance avait changé de côté. C'était au tour du curé, cette affaire posée. Puis, comment ça se fait qu'elle a autant de vaches? Et pour toute défense, l'homme d'église invoquait le 11e commandement. De tes affaires, tu te mêleras. Voici un extrait du roman Iphigénie en Hauteville de François Blais. Dans cet extrait, Érostrate, oui, c'est le nom du personnage principal, nous n'y pouvons rien. Érostrate, donc, vient de sortir d'un bar et se promène à Québec sur les plaines d'Abraham. Et il va prendre le téléphone pour appeler Iphigénie, qu'il ne connaît pas. En haut, sur les champs de bataille, tout près de l'observatoire et de la pancarte Québec reculé, Cliff falaise, se trouve une cabine téléphonique. Sans réfléchir, Érostrate y entre. Il décroche le combiné et insère une pièce dans la fente et compose le 525-12-15. Ça sonne. Il raccroche. Son cœur bat, le vent qui souffle, la lune presque pleine, 2, 3 lumières dans le lointain à Saint-Étienne-de-Lauzon. Ça lui compose un bouquet de sensations assez intéressant. 25 sous. C'est pas trop cher payé pour quelques secondes de vertige. Il insère une autre pièce dans la fente, se sentant un peu con, mais ne s'arrêtant pas là. Ça sonne. Il s'en hardit jusqu'à laisser sonner un autre coup et s'apprête à raccrocher à nouveau quand, soudain, survient ceci qui lui coupe la chic. On lui répond « Oui, une voix de fille. » Oui, allô? Tu t'appelles Iphigénie? Et alors? Qui parle? Je m'appelle Érostrate. Hein? Je dérange? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, rien. Parler? Mais on se connaît. Depuis 2 secondes. Bon, pourquoi vous m'appelez, là? J'ai eu ton numéro de téléphone sur le mur des toilettes. Hein? C'est un alexandrin? Hein? Ah, laissez tomber. De quelle toilette parlez-vous? Celle de l'Arlequin. L'Arlequin? C'est un bar rue Saint-Jean. Ah! Et vous allez comme ça dans les bars et vous notez les numéros que vous trouvez dans les toilettes, puis ensuite vous appelez les gens comme ça, pour causer. Non, c'est la première fois. Et je l'ai pas pris en note, hein. Je l'ai vu et il m'est resté dans la tête. Ah! Et là, je flânais, je savais pas trop quoi faire de ma peau. Je suis entré dans une cabine, je l'ai composé par curiosité. Je t'ai pas réveillé toujours. Non. Tant mieux. Qu'est-ce que tu faisais, hein? Tu faisais quoi avant que j'appelle? Ben, je lisais. Tu lisais quoi? Bah, ça vous dirait rien. Ben, dis toujours. Oblomov. De Goncharov. Je connais, ça parle d'un gars qui fout rien de ses journées, non? Ah, c'est ça. Arrête de jouer avec ça. Jouer avec quoi? Je parlais à mon chat. Ah. Qu'est-ce qu'il joue en arrière? Rachmaninov, concerto pour piano numéro 3. D'autres questions? Des millions, mais je vois que je t'ennuie.
Ben, j'étais sur le bord d'aller me coucher, là. Je me lève tôt demain matin. Tu travailles? Non. Des préparatifs à faire. Bon, je pars après-demain. Tu pars où? Chez mes parents, je passe l'été dans le coin de mon pays, là. Ah, c'est où ça, ton coin de pays? Bon, ça vous dirait rien. Essaye voir. Grand-mère. Uh-huh. Ben, et c'est le nom de ma ville, c'est à côté de Shawinigan, vous voyez? Vaguement. Bon, va falloir que je raccroche, là. OK. Oui? Qu'est-ce qu'il y avait au juste sur ce mur des toilettes du Villebrequin, là, à part mon numéro, puis mon nom? L'Arlequin. Le texte intégral, c'était Iphigénie, sus des grosses queues, 5, 2, 5, 12, 15. Mais imagine-toi pas des affaires. J'appelle pas pour... En tout cas, anyway, j'ai même pas une grosse queue. Bon, ben, je suis désolée pour vous, là. Bon, ben... Attends, Quoi? est-ce que je peux te rappeler? Ben, je serai pas chez moi de l'été, là. Je vous l'ai dit, là. J'avais pas le téléphone à grand-mère. Alors? Mauvaise idée. Ouais. OK, laisse-moi au moins t'écrire. Ben, pourquoi vous voudriez m'écrire? Ça peut pas te faire de mal. Au pire, tu lis pas mes lettres. Bon, écoutez, donnez-moi votre adresse, là. Mais tu promets que tu vas m'écrire. Non. Mais tu vas m'écrire peut-être, si tu y penses, si t'as le temps, si t'es dans le mood. Ben, c'est ça. Krasnaya, @flashmail.com. Tu notes? Krasnaya, comme le mot russe. Oui, tu as noté? Ben, j'ai mémorisé. Bon, là, il faut vraiment que j'aille dormir, là. D'accord. Ben, bonne nuit! Iphigénie raccroche. Érostrate demeure dans la cabine un long moment, le combiné en main, puis il repart d'un pas lent. Il sort des plaines, vers près de la rue Cartier, et après quelques détours, qui l'amènent, sans qu'il s'en doute, à passer sous les fenêtres d'Iphigénie, rue Racine. Nous vous présentons un extrait du roman « La police des fleurs, des arbres et des forêts » de l'auteur français Romain Puertolas. Dans cet extrait, on va retrouver un jeune policier, qui sera joué par moi, qui arrive dans un petit village de campagne en France pour enquêter sur un meurtre assez sordide et mystérieux. Faut pas s'en faire, ça reste quand même ce livre, malgré tout, une comédie. Et il va être accueilli par le garde champêtre du village, qui sert aussi d'officier de police là-bas. Le garde champêtre connaît bien le village et a beaucoup plus d'expérience que lui. Mon attention vient d'être attirée par deux ouvriers en débardeur, agenouillés, spatule dans une main, brique dans une autre, la cigarette au coin des lèvres, qui s'affaire au beau milieu de la place du village sur laquelle nous venons d'entrer, alors qu'une bétonnière tourne paisiblement à leur côté. Hein? Que construisent-ils? Monsieur le maire veut ériger un monument à la mémoire de Joël, pour qu'on l'oublie pas. Il était très aimé ici. À ce propos, il s'excuse de ne pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Il est pris à l'usine. Il vous recevra demain à 15 h. En attendant, il m'a demandé de bien m'occuper de vous. Un monument? Alors que la victime n'est pas encore enterrée? Dis donc, vous y allez sacrément vite ici. Et moi qui pensais qu'on prenait son temps à la campagne. Au contraire, on n'a rien d'autre à faire, inspecteur. Et puis, Joël a été enterré. Comment ça? Ce matin, à 9 h 30. Vous l'avez enterré ce matin alors que vous saviez qu'un officier de police de la grande ville était dépêché sur les lieux pour enquêter et arrivait par le train de 11h17? Mais c'est une blague! Instruction de monsieur le maire. Et monsieur le maire n'a pas pensé que je voudrais peut-être jeter un coup d'œil au corps? Enfin, au corps avec un S, puisqu'il est maintenant en 8 morceaux. Et l'autopsie alors? Le docteur Bonin a vu le cadavre, si ça peut vous rassurer. Oh, alors, si le docteur Bonin a vu le cadavre... Je comprends votre déception, inspecteur, mais monsieur le maire était catastrophé. Il voulait en finir au plus vite avec cette horreur pour que Joël repose en paix. Ça arrive peut-être tous les jours à la ville, ces choses-là, mais pour nous, c'est une tragédie, une véritable tragédie. Eh bien, raison de plus pour faire les choses correctement.
La décision d'autopsie est de la compétence exclusive d'un juge d'instruction ou d'un procureur, pas d'un maire. Et à ce que je sais, Madame la procureure ne l'a pas ordonné. Bienvenue à la campagne, inspecteur. C'est tout ce que vous avez à me dire. Bienvenue à la campagne. Vous êtes jeune, vous verrez dans votre longue carrière que les choses ne sont pas aussi faciles qu'à l'école de police ou que ce qu'il y a dans les livres ou le code de procédure pénale. Ah, je vais faire comme si j'avais pas entendu ça, mais puisque nous en sommes à parler d'expérience de vie, votre docteur Bonin a-t-il déjà réalisé une autopsie criminelle? Au moins avant celle-ci, je veux dire. C'est le vétérinaire. Oh, de mieux en mieux! C'est lui qui a fait naître tout le monde au village, hommes et bêtes, enfin, depuis 20 ans. Avant, c'était son père, Merlin, qu'on appelait parce que... Oh, s'il vous plaît, je préfère ne pas savoir davantage. Comme vous voudrez, inspecteur. Sachez simplement que si j'estime que les résultats de l'autopsie ne me satisfont pas, je demanderai à faire exhumer le corps sur le champ. Ça, je vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que ça se fait pas de déranger les morts. Pour la première fois, il détourne les yeux de la route, il ralentit et me fixe. C'est pas un regard menaçant, mais juste curieux, comme s'il se demandait qui est cet homme, ce mauvais chrétien qui ose évoquer la possibilité de pouvoir déranger un mort, chose ô combien paradoxale, puisqu'un mort ne peut justement plus être dérangé par personne. Puis, il pose à nouveau son regard sur la route, se faufile dans les petites rues étroites du village et gare sa 4 chevaux dans une cour. De toute façon, ça leur prendra bien 1 semaine pour construire le monument. La statue sera en pierre taillée. J'espère que vous serez toujours là pour la voir. Ne me sous-estimez pas, chef! Il y a longtemps que j'en aurai terminé avec votre tueur et que je serai rentré dans la grande ville, mais merci pour votre proposition. Vous m'enverrez une photographie. Au fait, vous m'avez dit qu'il s'appelait Joël, n'est-ce pas? C'est bien ça. Joël comment? Juste Joël. Pas de nom de famille! Un nom de famille. On voit vraiment que vous venez de la ville, inspecteur. L'extrait qu'on va vous faire est tiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Lisier, écrite par Christian Chamblin. Alors, on se retrouve à la campagne où une riche bourgeoise, Guenièvre de Fontenay-le-Brissac, vient s'établir et elle va faire la rencontre d'une fermière, sa voisine, Yvette. Oh, quelle puanteur! On ne sait plus où mettre les pieds. Oh, quelqu'un! Ouais? Qu'est-ce que c'est-tu? Bonjour, chère petite madame. Permettez-moi de me présenter. Guenièvre de Fontenay-le-Brissac. Les cosmétiques Fontenay-le-Brissac. Vous devez connaître certainement. Non. Hey, restez pas là où je lâche le chien. On veut rien, là. Besoin de rien. Ah, il y a méprise, petite madame. Je ne suis pas démonstratrice de notre marque. Je suis la marque Fontenay-le-Brissac, votre voisine. Quelle voisine? À part le Raymond Lasueur, là, puis la vieille Tanguy, là, il y a personne. Jean-Bapt, mon mari, et moi-même investissons le cottage. Quoi? Le cottage! Là-bas. À part la ruine, là-bas, là, je vois pas. Ben, précisément, le cottage. Depuis 3 jours, nous y serons le week-end ou quand la pesanteur de la ville sera trop forte pour Jean-Bapt. Je me suis autorisée une petite promenade et mes pas m'ont guidée jusqu'à vous. Oh, chère madame, il fut incorrect de ne pas vous présenter mes civilités. Ah, c'est vous qui avez fait les travaux, là, dans ce vieux truc, qui a fait un bruit d'enfer pendant des mois. Il y en a qui ont trop de sous. Ah, vous savez, la propriété demandait effectivement un investissement conséquent, mais vous savez ce que c'est quand femme veut. De
Depuis le temps qu'il n'y a plus personne là-dedans, ça te fait sentir. Certes, mais ce n'est déjà plus qu'un souvenir. L'odeur de la noblesse jalonnant l'histoire de la France n'est pas des plus désagréables, vous savez. Ah ben, tout est arrangé dorénavant et c'est avec grand bonheur que nous jouissons pleinement de notre acquisition. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour ce petit désagrément occasionné par les petits travaux de rénovation. Ben, c'est surtout les petites bêtes que ça gênait. Bon, ben, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai les cochons à nourrir. Fait que vous connaissez le chemin. Oh, un instant, chère petite madame, si vous le permettez. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'ai pas rien que ça à faire, là, que de causer, là. Non, je n'abuserai pas de votre temps. Je suis femme et je sais combien on peut être vite overbooké. Oui. En un mot, voilà de quoi il retourne. La semaine prochaine, nous organisons, Jean-Baptiste et moi, un petit cocktail en toute simplicité. 250 convives, mais pas plus. Nous costumerons paysans pour pimenter cette petite aventure. Moi, j'y suis tous les jours habillée en paysan, puis ben ça me fait pas rire. Ben, je voulais vous demander. Ah, je vous le dis tout de suite, là, moi je viendrai point, là, hein. J'ai pas que ça à faire, là, les petits cocktails. C'est-à-dire que nous n'avions pas l'intention de... Ben, si vous voulez savoir s'il va pleuvoir, là, le Gunier, là, aux 3 arpents, avec ses douleurs, il est bien plus capable de donner le temps que les idiots de la télé, là. Ben, nous festoirons dans le grand salon. Non, c'est à propos de l'odeur. L'odeur? Quelle odeur? Je sens rien, moi. Mais nous ne pouvons ouvrir nos fenêtres sans recevoir des odeurs nauséabondes. Une odeur épouvantable nous oblige à garder nos fenêtres fermées. Ah bon? Puis, ça viendra d'où, ça, cette histoire-là? Il n'y a pas d'usine ici, là. Ben, il semblerait que cela émane en direction de votre petite fermette. Ben, c'est la meilleure, celle-là. On est propres, nous autres. Ben, une odeur assez écœurante, là. Peut-être sont-ce vos petites bêtes. Mes cochons? Ben, peut-être n'ont-ils pas été tondus récemment. Mes cochons? Tondus? Ben, peut-être que leur laine est épaisse en cette sortie de l'hiver et... Leur laine? Ah ben, bon Dieu! Ben, n'y voyez pas l'offense, chère petite madame, là. Mais c'est fort désagréable. Le cochon, ça sent le cochon. Puis quand on en tondra un, ben, j'aimerais ça être là. On tondra les cochons quand les poules auront des dents. Ben, s'il faut attendre, nous ferons contre mauvaise fortune bon cœur. Ben, voyez auprès de vos gens s'il est possible d'accélérer la manœuvre. Mes gens? Ben, métayer, berger, serre, que sais-je, moi, je suis pas de la partie. Hey, chacun son métier, puis les vaches seront bien gardées. Vous avez des vaches? Ces charmantes petites bêtes à crinière! Bon, mais je vais y aller maintenant, là. J'ai perdu bien assez de temps comme ça. Puis-je glisser un conseil, petite dame? Je n'ai pas retenu votre nom. Ben, vous l'avez pas demandé. Oh, pardonnez-moi. À qui ai-je l'honneur? Yvette Séradieu. Madame Séradieu, je ne voudrais pas que l'on se quittât sur une mauvaise impression. J'aurais une petite requête à vous soumettre. Ah, voilà. Nous aurions besoin pour notre petit garden party de quelques matériels campagnards. Hein? Jean-Baptiste m'a glissé à l'oreille des termes adéquats, je crois. Je vous les transmets de mémoire. Tapette à blé, moissonnette à vapeur, charruse, arrière, chariot, charriette, bœuf. Pis quoi encore? Ah ben, des charcuteries diverses, ainsi que des fromages typés.
Bien sûr, nous n'y toucherons pas. Hein. C'est juste pour la décoration. Hein. Les victuailles viennent directement d'un grand traiteur parisien de nos amis. Pis quoi encore? Existe-t-il dans les environs, dans le bourg, un groupe folklorique pour faire vrai et ancien? Ben, tout ce qu'il y a ici, là, c'est le lisier en pagaille. Nous y allons d'un extrait maintenant de Montréal insomniaque de Francis Juteau. Dans cet extrait, on retrouve un homme qui se promène dans les rues de Montréal la nuit, sans but, et qui va faire une rencontre assez étonnante. Remonter Beaubien vers l'est, pas un chat dans le quartier. Tant mieux, après tout, il n'y reste plus que moi pour miauler ma peine. Je ne la partagerai pas. Toute la rue est emboucanée par un brouillard épais, à couper au couteau. Plus je m'enfonce, moins j'y vois. Devant le restaurant Nouveau-Canada, j'aperçois le coupable. C'est une bouche d'égout, grande ouverte au milieu de la chaussée. Pas possible! Qui a laissé ça comme ça? Va falloir appeler la ville, que je me dis. S'en échappe un flot de vapeur continu, sans fin, irréel, digne d'une avenue new-yorkaise. Restez pas là, venez vous asseoir. Comme craché du sol, une voix. Même en m'approchant, j'ai peine à distinguer de l'autre côté de la boucane la silhouette de cet homme qu'on dirait assis en pleine rue sur une chaise de camping, casse de construction sur la tête, à côté de lui, une autre chaise vacante, celle-là. Monsieur, restez pas là, vous allez vous faire frapper. Et par quel auto? Ouais, où est tout le monde? Je sais pas, ces soirs de pleine lune, ça arrive. Vous avez perdu quelque chose? Quelqu'un? Quelqu'un? Oui, ma fille est tombée dans ce trou. Ben, je suis pas sûr de comprendre, là. Je voulais lui montrer où je travaillais, elle est tombée. Elle est blessée? Non, pas d'inquiétude. On attend les secours. Ah, si c'est vrai, pourquoi vous descendez pas? Je voudrais bien, mais j'ai pas le droit. Ben, laisse-moi y aller, là. Non, surtout pas. Ben, pourquoi pas? C'est interdit par la ville, vous n'êtes pas autorisé. Et vous y êtes autorisé? D'ordinaire, mais pas lors de la soirée père-fille. La soirée père-fille. Ouais, c'est organisé par la ville ce soir. Aussi tard? Ça ne change rien. Il fait toujours noir en bas. Ouais, mais c'est quand même dangereux pour une petite fille. C'est elle qui a choisi d'y descendre. Ben, elle est tombée ou elle est descendue? Oh, je ne sais plus. Taisez-vous un peu. L'égoutier ne paraît pas s'inquiéter outre mesure, mais son visage reste triste malgré tout. Moi aussi, pourrais dire que j'ai perdu une femme ce soir. On est deux alors. Peut-être que je devrais aussi demander de l'aide. Oh, pas besoin de les appeler. Ils sauront quand venir. Vous voulez dire que vous n'avez appelé personne? Je vous l'ai dit, pas besoin. Ils viendront. Mais si votre fille est vraiment tombée, il faut descendre. Non, on risquerait des poursuites. Arrêtez, personne ne me poursuivra. Moi, je vous poursuivrai. Pardon? Je n'aurai pas le choix. Je déposerai un grief à la ville. Un grief contre moi? Votre vie deviendra un enfer. Vous ne voulez pas ça. Mais vous êtes fou! Vous aussi. Ah. La femme que j'ai perdue, elle s'en va vivre ailleurs, sans moi. Dans un nouveau pays, j'imagine. Non, à Vancouver. Oh, comparé à Montréal, le Canada, c'est un nouveau pays. Il m'offre une cigarette. Non, merci. J'ai horreur de la cigarette, mais je dis oui. C'est un bon soir pour dire oui. Au bord du trou, on attend les renforts, en fumant. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire. C'est comme ça qu'on est heureux.
C'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut. C'est comme ça qu'on